avec Jean Gilly, que notre public connaît bien, puisque nous avons dans nos archives déjà de l'Italie en direct, déjà plusieurs interviews de lui. Et Jean Gilly est un spécialiste, c'est peut-être le plus grand spécialiste du cinéma italien, et qu'il connaît parfaitement sur le bout des doigts. Et donc, Jean Gilly publie ces temps-ci un livre qui est consacré à Mario Soldati. Mario Soldati, qui était un metteur en scène, c'était un écrivain et un metteur en scène, qui a fait des films importants, et d'ailleurs beaucoup de films. Simplement, Mario Soldati a été un peu oublié comme metteur en scène. Il a conservé plutôt sa renommée d'écrivain. Ses livres continuent à se vendre encore beaucoup. Mais il avait été un peu oublié comme cinéaste. Cependant, ces dernières années, on a recommencé à le découvrir, on a commencé à le redécouvrir. Il y a notamment des chaînes cinéma de la télévision qui ont passé quelques-uns de ces films. Et donc, c'est peut-être ça qui a donné l'idée à Jean Gilly d'écrire un livre sur Mario Soldati, mais c'est un livre dont il faut qu'il nous explique, pour commencer, le titre, parce que le titre c'est Cinéaste malgré lui. Voilà, alors pourquoi malgré lui? Pourquoi malgré lui? Ben, je pense qu'il faut d'abord revenir un petit peu en arrière, c'est-à-dire pourquoi s'intéresser à Mario Soldati? Alors je dois dire que j'ai eu l'occasion d'écrire des livres sur des cinéastes très connus, et notamment par exemple un livre sur Fellini. Mais je pensais que quand on fait de la recherche, quand on s'intéresse à une cinématographie, c'est presque mieux d'aller chercher dans des angles un peu cachés, quoi, hein, découvrir des cinéastes qui ne sont pas suffisamment mis en valeur, quoi. J'ai fait il y a 3 ans un livre sur Marcello Paliero, un autre personnage singulier qui a vécu entre la France, d'ailleurs en France il est devenu Marcel Paliero, qui a vécu entre Rome et Paris, et qui finalement s'est fixé à Paris et est mort à Paris. Je l'ai bien connu, on l'appelait parfois le Jean Gabin italien. On l'appelait parfois le Jean Gabin italien, et effectivement c'était une personnalité très attachante. Et Soldati était un personnage exceptionnel, exceptionnel. J'avais eu l'occasion de faire sa connaissance lors de projections de films où il était intervenu pour parler de son travail. Et à l'époque, je préparais une recherche sur le cinéma italien de l'époque fasciste. Et j'ai trouvé intéressant, puisque quand même les 2 films de cette période-là, parmi les plus connus, il y a les 2 films de Soldati tirés de Fogazzaro, c'est-à-dire Piccolo Mondo Antico, qui est devenu en français Le mariage de minuit, triste titre, et Malombra, qui sont des films de 41-42. Malombra, heureusement, le titre est resté. Le titre est resté, puisque c'est le nom du personnage, donc on a gardé ce titre. Et donc j'avais réussi, et j'avoue qu'en écrivant ce livre, je n'ai pas réussi à retrouver de quelle manière j'avais pu établir le contact, et de quelle manière j'avais pu obtenir un rendez-vous dans sa résidence où il était installé en bordure de mer, près de Livourne, près de Lerici exactement, dans un petit port de pêche qui s'appelle Telaro. Près de La Spezia. Près de La Spezia, absolument. Et donc, j'étais allé le trouver, et j'avais enregistré un long entretien qui couvrait la période sur laquelle je travaillais, c'est-à-dire la période fasciste. C'est-à-dire des années 20 jusqu'à 1943-45, selon qu'on prend la chute du fascisme à Rome en 1943 ou la fin définitive du régime en 1945, après la République de Salo. La chose était si intéressante. Bon, je dois dire que Soldati est un personnage fascinant. Enfin, était, malheureusement, il faut employer l'imparfait, était un personnage fascinant, c'était un écrivain, c'était un cinéaste, c'était aussi un homme de télévision,
un critique cinématographique, un critique sportif, puisqu'il a suivi un mondial de football, remporté d'ailleurs par l'Italie, ce qui lui avait permis d'exalter la figure de l'équipe d'Italie et de rassembler, c'était des textes qu'il écrivait pour le Corriere della Sera, il les a réunis en volume. Donc la production, à vrai dire, quand on s'intéresse à Soldati, on ne sait pas finalement quel fil tirer. Est-ce qu'on va s'intéresser aux critiques? Est-ce qu'on va s'intéresser aux cinéastes? Est-ce qu'on va s'intéresser, c'est évidemment ce qui est le plus évident, à l'écrivain? Est-ce qu'on va s'intéresser à l'homme spécialiste d'énologie et de gastronomie, puisque... Et au personnage privé aussi, qui était... Alors, au personnage privé... Toujours avec son cigare toscan au coin des lèvres. D'ailleurs, on pense que... Enfin, on pense pas, on est persuadé que fumer nuit à la santé. En tout cas, il a vécu au-delà de 90 ans. Hein, donc, des cigares toscans fumés tous les jours et pendant des dizaines d'années n'ont finalement que fort peu abrégé sa vie, si éventuellement ils ont abrégé sa vie. Bon. Donc, ce qui était le plus passionnant et qui a conduit finalement au choix de ce titre, cinéaste malgré lui, Soldati était un homme de lettres. Il a fait des études littéraires, il a fait des études d'art, et qui ont commencé d'abord à Turin, puis ensuite il est allé poursuivre ses études au niveau de la laurea, il est allé les poursuivre à Rome. Et là, à Rome, à la fin des années 20, en 1929, il est donc encore tout jeune, puisqu'il est né en 1906, il a donc 23 ans, il obtient une bourse pour la Columbia University. Nous sommes en 1929, il arrive aux États-Unis, il découvre ce pays, il est enthousiaste devant ce pays qui est tellement différent de l'Italie. Et d'ailleurs, quelques années plus tard, il publiera un livre où il évoque ses séjours américains sous le titre « America Primo Amore », Amérique, premier amour. Et il apprend l'anglais, il fait la connaissance d'une jeune femme, ils se marieront, ils auront 3 enfants, mais son installation ne se passe pas très bien. En particulier, il ne gagne pas la sympathie de Prezzolini, le directeur de la Voce, la célèbre revue florentine, qui dirigeait l'Institut culturel italien de New York. Et Prezzolini va, en quelque sorte, entraver ses désirs de rester aux États-Unis. Et donc, en 1931, finalement, ne parvenant pas à obtenir les fonctions qu'il aurait pu obtenir, il rentre en Italie avec sa femme américaine et ils auront l'occasion de retourner, mais pour des séjours beaucoup plus courts, aux États-Unis, avant qu'ils ne se séparent définitivement et que la femme ait les 3 enfants. C'est important parce qu'il en aura 3 autres plus tard, avec Jussi Kellerman, une actrice en provenance des pays de l'Est. Sa vie va en être en quelque sorte simplifiée, puisque sa première femme et ses 3 enfants du premier mariage repartent aux États-Unis et s'installent définitivement aux États-Unis. Alors évidemment, la question qui se pose quand il est de retour en Italie, et c'est là où on va découvrir qu'il va devenir cinéaste sans l'avoir franchement décidé, malgré lui. Il a un diplôme de lettres qui devrait normalement le conduire à enseigner, mais il faut être fasciste. Il voudrait éventuellement faire du journalisme, mais il faut avoir la carte du parti. Donc, certaines de ses orientations les plus chères, être professeur de lycée, éventuellement ensuite de passer à l'université, ou travailler dans le journalisme, ne sont pas couronnées de succès parce qu'il est brimé. Il faut rappeler que Soldati est, du point de vue politique, d'inspiration socialiste. C'est un socialiste, hein. Il n'est pas communiste, mais ce n'est pas non plus un homme même marqué au centre, un homme marqué à gauche, il est socialiste, il considère que l'assassinat de Matteotti est une chose absolument monstrueuse, et donc il va entrer dans le cinéma parce que dans le cinéma, curieusement, la présence politique est moins forte que dans d'autres domaines. Dans le cinéma,
le régime contrôle surtout les producteurs, parce qu'on considère que les producteurs ont la main sur les films, ce sont eux qui peuvent orienter le contenu des films en permettant à certains cinéastes de porter à l'écran les scénarios qu'ils ont écrits. Et donc Soldati va entrer, grâce aussi à un ami de famille, dans une société de production et qui a également des studios de tournage, qui est la Cines, qui est à Rome. Et donc, il part à Rome et il devient notamment, il va travailler avec plusieurs cinéastes, mais notamment avec Amerini, qui à l'époque est le cinéaste le plus connu, Les hommes qu'elle mufle, par exemple, Gli uomini che mascalzoni, dont il est coécrit le scénario. Et petit à petit, il va faire sa route au cours des années 30. Cette arrivée dans le cinéma se fait donc au retour des États-Unis dans les années 30, vers le premier tiers des années 30. Et progressivement, il est l'assistant, il est le scénariste de Camerini et il comprend qu'il pourrait même devenir metteur en scène. Il peut ne pas limiter ses ambitions uniquement à l'écriture de scénarios, mais qu'il peut devenir metteur en scène. Et à la fin des années 30, il devient metteur en scène. Mais là, donc un peu malgré lui. Oui, c'est ça, voilà, justement. Voilà. Il y a une question que je me pose. Est-ce que son séjour aux États-Unis, pendant lequel il a certainement vu beaucoup de films, il est allé au cinéma à New York, etc., est-ce que ça l'a influencé? Est-ce que ça lui a servi, sa connaissance du cinéma américain? Absolument. D'ailleurs, dans America Primo Amore, il y a des pages sur... parce que America Primo Amore, en fait, de New York, il envoyait des textes à un journal de Gênes qui est Il Lavoro. Oui. Il envoyait des chroniques sur l'Amérique, sur différents aspects de l'Amérique, parce qu'il était fasciné par ce pays, je le répète, tellement différent de l'Italie. Et donc, il envoyait des chroniques, et comme dès cette époque, Soldati avait un style inimitable, c'est-à-dire un style d'une extrême, comment pourrait-on dire, une extrême facilité, plein d'humour, capable de capturer l'attention du lecteur. C'est vraiment un très grand écrivain. Et j'avoue que quand je lis Soldati, je me dis, mais je ne serais jamais capable d'écrire comme ça. Non, c'est vrai, il y a des livres... Il y a des livres, Les Deux Villes, Les Lettres de Capri... Il Vero Silvestre, Le Vrai Silvestre, qui est un livre extraordinaire. Pratiquement l'acteur qui obtient le Campiello, l'épouse américaine, enfin bon... Et puis les chroniques qu'il écrit sur l'alimentation, sur le vin, sur le football. Quel que soit le domaine auquel il s'intéresse, il en parle avec une aisance, une précision, une élégance qui lui appartient totalement. Bon. Donc, dans ces chroniques qu'il envoie au Lavoro de Gênes, il y a certains textes qui sont consacrés au cinéma. Et il souligne en particulier l'efficacité du cinéma américain. Il est extrêmement frappé par le fait que dans le cinéma américain, il n'y a pas de digression, d'effet. Bon. Et ça va bien entendu être une école pour lui. Quand il deviendra lui-même metteur en scène, il va retenir cette leçon du cinéma américain, cette efficacité narrative du cinéma américain, à l'opposé souvent des fioritures du cinéma italien, ou des comédies brillantes qui n'ont pas le côté efficace des comédies américaines. Les films, comme on disait, i telefoni bianchi, voilà, les films avec les téléphones blancs. Voilà, donc le cinéma américain est aux antipodes des téléphones blancs. Donc il est certain que ça a marqué. En fait, il se forme. Comment devient-on cinéaste? La voie royale, devenir cinéaste, c'est de passer par une école. Et en Italie, il y a une école extrêmement prestigieuse et qui forme d'excellents cinéastes, qui est le Centro Sperimentale di Cinematografia. Lui, il n'est pas passé par une école. Il est passé, d'une certaine manière, il a fait la gavetta. C'est-à-dire, il était d'abord assistant. Il a même commencé par faire le clap, c'est-à-dire c'est le technicien qui ouvre la prise de vue par un coup de clap, sur lequel il y a un numéro qui permettra ensuite de monter le film. Bon.
Il est devenu assistant, il est devenu scénariste. Il va être chargé des versions italiennes de films français. Ça, c'est le premier pas dans la carrière. Et puis, enfin, il va tourner une comédie très brillante qui s'appelle Dora Nelson en 1939. C'est son premier film. C'est son premier film, hein, parce qu'antérieurement, il a co-signé un film avec Carlo Borghesio. Mais vraiment, son premier film comme seul responsable, c'est Dora Nelson, qui est un film avec Assia Norris et Carlo Ninchi, qui sont deux acteurs très réputés de l'époque. Et la réussite de Dora Nelson lui ouvre en quelque sorte la confiance des producteurs, parce que les producteurs sont très attentifs à repérer les jeunes talents, et notamment à regarder donc ce que sont les premiers films. Et quand on fait un premier film aussi brillant, aussi enlevé que Dora Nelson, on comprend qu'ensuite on lui confie les gros budgets qui permettent de réaliser les deux films tirés de Fogazzaro, en même temps avec cette ambition de partir d'œuvres littéraires reconnues. Oui. Hein, œuvres littéraires auxquelles, en tant qu'écrivain, il est particulièrement sensible. Fogazzaro, en fait, on lui propose de mettre en scène, c'est une proposition qui vient des producteurs, hein, ce n'est pas une initiative de Soldati, de mettre en scène Piccolo Mondo Antico. Il ne connaissait pas le livre. Curieusement, il avait beaucoup lu, mais il n'avait pas lu Piccolo Mondo Antico. Et il raconte qu'il est rentré chez lui en se disant « bon, je vais lire le livre avant de donner ma réponse, si j'accepte ou non, de le porter à l'écran ». Il a commencé à le lire le soir, et il a tellement été séduit par ce livre qu'il l'a quitté qu'après l'avoir lu au matin. Oui. Il a passé la nuit à lire. Alors, il y a peut-être un peu de légende là-dedans, hein. Souvent on a un peu tendance à embellir. Mais enfin, quoi qu'il en soit, qu'il l'ait lu en une nuit ou qu'il ait pris le temps de le lire en 2 ou 3 jours, parce que c'est un gros bouquin, quoi qu'il en soit, il a senti qu'il y avait là une matière qui lui permettrait de s'exprimer et de donner toute sa mesure. Et de fait, quand on voit le résultat, c'est un très grand film, c'est un des meilleurs films du début des années 40, c'est un film de 41, c'est avec Alida Valli qui est au début de sa carrière et qui est resplendissante, elle est magnifique dans ce film. D'ailleurs, on l'a retenu pour la couverture. Oui, je vois. Du livre. C'est une photographie qui vient... Avec sa robe du 19e siècle. Avec sa robe du 19e siècle, c'est une photographie qui vient de Piccolo Mondo Antico. Si je peux me permettre d'ajouter quelque chose, finalement, ce film, il a pu le réaliser d'autant plus facilement et comme il voulait que Piccolo Mondo Antico est à la gloire du Risorgimento et de l'Italie, donc ça fait partie du mythe italien, du mythe patriotique, n'est-ce pas? Donc ça allait très bien, le fascisme n'avait rien à dire sur ça. Oui, le fascisme n'avait rien à dire, encore que ça évoque les guerres du royaume de Piémont-Sardaigne contre les Autrichiens. Oui. Et qu'on pouvait y voir, à un moment où l'Italie était l'allié de l'Allemagne. Oui, mais... Lui, quand il tourne le film, il se demande s'il ne va pas avoir quelques difficultés avec la censure. Mais comme vous l'avez très très bien expliqué, dans le fond, l'exaltation du Risorgimento pouvait satisfaire les censeurs. Voilà. Et donc, il n'y a pas eu de problème pour le film. Mais lui pensait que, peut-être, il y aurait quelques difficultés. Ce qui n'est pas le cas du film suivant, toujours tiré de Fogazzaro, c'est-à-dire Malomba. Là, c'est un drame, un peu un drame de la folie d'ailleurs, hein, interprété par une actrice qui est exceptionnelle, qui est Isa Miranda. Même si lui aurait voulu à nouveau diriger Alida Valli, parce qu'il faut ajouter entre parenthèses qu'il était tombé amoureux d'Alida Valli et qu'il aurait été heureux de la diriger à nouveau. Il la reprendra dans 1946 ou 1947 dans le personnage d'Eugénie Grandet pour lui donner à nouveau un rôle de protagoniste. Donc il enchaîne avec Malombra. En plus, c'est dans des lieux qu'il connaît bien. On est au bord du lac de Lugano, au bord du lac de Comme. Parfois, on lit le lac Majeur. Non, les films n'ont absolument pas été tournés au bord du lac Majeur. Les films ont été tournés soit au bord du lac de Comme, soit au bord de la partie italienne du lac de Lugano, quoi. Voilà. Et là, il s'est trouvé dans des lieux qu'il adorait. Il avait vécu pendant 1 an au bord du lac d'Ivrea,
et donc était très attaché à ces paysages de collines et d'eau, dans lesquelles les collines, même les montagnes, par certains endroits, c'est dans les montagnes qui dominent les lacs, et il y a des séquences visuellement qui sont extrêmement fortes. Donc, au début des années 40, grâce à ces films, il est devenu une des valeurs sûres du cinéma italien, ce qui fait que, après la guerre, bon, il y a l'épisode de l'occupation de l'Italie par l'Allemagne. L'Allemagne qui arrive en Italie en septembre, enfin les forces allemandes envahissent l'Italie en septembre 1943, après l'armistice de l'8 settembre, qui va d'ailleurs jeter le pays dans un chaos total, et une partie des intellectuels romains vont aller se réfugier à Naples, vont quitter la ville quand elle est occupée par les Allemands. Donc, à la fin de la guerre, quand, après la libération de Rome en juin 1944, il revient à Rome, et là, il a tout de suite la possibilité de tourner enfin un film auquel il était très attaché, parce que c'était l'occasion pour lui de mettre Turin sur l'écran. Il était resté très attaché à ses origines turinoises. Et quand il publie un de ses meilleurs livres, qui s'appelle Les deux villes, c'est sa ville d'origine Turin et sa ville d'installation et de travail Rome. Donc c'est un petit peu ces deux volets de l'Italie, en mettant d'ailleurs l'accent sur quelque chose que les Français ne comprennent pas toujours, c'est-à-dire cette richesse des régions, des parlers, des dialectes, des sensibilités. La sensibilité d'un Romain n'est pas la sensibilité d'un Turinois. Donc ça, Soldati en est un parfait exemple, et lui est resté très fortement attaché à Turin. Avec un clin d'œil, si je peux me permettre, à Charles Dickens, parce que A Tale of Two Cities, les deux villes, c'est aussi le titre d'un livre de Dickens. Tout à fait, tout à fait. Bon, cela dit, il faut aussi préciser que la culture littéraire de Soldati ne se bornait pas à la littérature italienne. Hein. Non, bien entendu. En plus, il avait parfaitement appris l'anglais. Ayant vécu aux États-Unis. Ayant cultivé. Quand il va à Naples, d'ailleurs, c'est dans cette période de septembre 1943 à juin 1944, la ville est occupée par les Américains. Or, par rapport à tous ses amis, il a une situation très privilégiée, parce qu'il peut parler avec les troupes d'occupation, il parle avec les officiers américains, il parle anglais, il a un peu ses entrées un peu partout, grâce à ça. Hein, alors que les autres sont souvent obligés d'avoir un interprète et travaillent dans des conditions pas toujours faciles. Donc après la guerre, il tourne un des films auxquels il est le plus attaché, qui est un film sur Turin, de Vittorio Bersesio, les misères del signor Travette, qui est l'histoire des employés de la monarchie, des fonctionnaires de la monarchie piémontaise. Un rond de cuir turinois. D'ailleurs, Travette, le nom de ce est passé dans le langage courant italien. Quand on dit un modeste fonctionnaire, on dit encore aujourd'hui un Travette. Un Travette, tout à fait. Les misères del signor Travette. Avec toute une pléiade d'acteurs remarquables. Et c'est un très grand film qu'il tourne en 1946, hein, juste à la Libération. À la Libération, il se plonge immédiatement dans ce qu'il fait. Alors, il va continuer une carrière brillante dans laquelle il y a des films importants, comme La Provinciale, d'après Moravia. Mais il y a surtout, et là je voudrais un petit peu évoquer cet aspect de sa carrière, dans les années d'après-guerre, il tourne aussi un certain nombre de films populaires. Oui. Des films de pirates, un Fra Diavolo, des films de KPDP, des mélos avec La fille du fleuve, interprétée par une Sofia Loren splendide que Carlo Ponti. Carlo Ponti est allé le chercher pour mettre en scène le film, pensant qu'il avait une maîtrise suffisante de l'image pour magnifier le travail de Sofia Loren. Ce que du fait, il réussit. Hein. Le film est en couleur, à une époque où on tourne encore peu de films en couleur. Et c'est évidemment très, très mystérieux, cet homme de culture, ce grand écrivain, ce grand intellectuel, par certains aspects, qui tourne ces films de pirates, qui sont des films à l'évidence tournés de la main gauche.
Mais lui s'en défend en disant, dans le fond, moi j'aimais ça parce que ça ne me demandait pas de gros efforts intellectuels, j'avais les acteurs, j'avais les moyens, je tournais, j'étais tranquille. Entre parenthèses, je passais au tiroir-caisse parce que c'est quelqu'un qui a toujours été soucieux et confronté à des difficultés économiques. Il s'était remarié, il a eu à nouveau 3 enfants avec cette seconde épouse, et il avait en quelque sorte des soucis de faire vivre cette famille. Et donc il a fait certains films. Botta e risposta, c'est un film sur le musical, où on voit un certain nombre de numéros de musical dans des théâtres romains. Donc, ou Okénéron, qui est une farce sur l'Empire romain, qui est une farce où 2 marines américains se retrouvent, après avoir été assommés, se réveillent dans l'Antiquité, et vont se mêler à la vie des Romains et notamment vont participer au jeu du cirque. C'est des farces, mais d'une désinvolture totale. C'est un peu comme 2h30 avant Jésus-Christ. Un peu comme oui, on est dans absolument, c'est très juste, on est dans ce registre. Et lui fait ça. On reconstruit Rome. On a dit parfois qu'il avait utilisé les décors de Covadis que les Américains étaient venus tourner à Rome. C'est pas vrai. Il tourne ça, le Colisée, c'est une surface quadrangulaire. Le Colisée, c'est un ovale. Bon, il fait ça avec une désinvolture, mais tout ça passe, parce que son talent est là. Il a quand même fait tourner les plus connus des stars féminines de l'époque, parce que Sofia Loren, Gina Lollobrigida, tout ça, et même Isa Miranda, qui était quand même, il en a fait, lui, une sorte de Greta Garbo. Enfin, absolument, absolument. Non, les comédiens aimaient beaucoup travailler avec lui, quoi. En plus, il était célèbre pour, quand il y avait quelque chose qui le contrariait, pour se laisser emporter par des crises de colère, mais qui étaient des crises d'histrionisme, où il se mettait pratiquement il se mettait en scène lui-même, dans ses colères. Et il y a même parfois des témoignages qui nous disent un jour il ne s'est jamais énervé, et on était tous mal à l'aise finalement, on attendait qu'il éclate parce que ça faisait partie du personnage, et un jour il n'en a pas fait, et on était déstabilisés par l'absence de ces crises qui étaient des crises libératoires pour lui, mais aussi finalement, parce que tout le monde savait que c'était une manière un peu insolite de manifester sa présence, ça faisait partie de son personnage. Donc il mène cette carrière, et parallèlement, c'est ça qui moi m'a aussi beaucoup fasciné, à la fin des années 50, au début des années 60, il tourne des feuilletons pour la télévision, un feuilleton à la recherche des cibi genuini, des aliments naturels, pourrait traduire cibi genuini. Qui serait à la mode aujourd'hui. Qui serait à la mode, tout à fait. Lungo la vallée del Po. Donc il amène une caravane de la RAI pour repérer ce qui se fait du point de vue culinaire de la haute vallée du Po, c'est-à-dire au pied du mont Viso, jusqu'au delta, quoi. Et on parcourt tous les aspects de la cuisine italienne, les pâtes, le vin, le fromage, les gâteaux, tout y passe. Tout ça avec une aisance, un raffinement, une présence, parce qu'il est présent à l'image. Il n'est pas hors caméra regardant ce qui se passe. Il est dans la caméra, il se présente. Et ensuite, il va faire, à mon avis, ce qui est un de ses chefs-d'œuvre à la télévision, c'est Viaggio lungo il Tirreno alla ricerca di chi legge. Recherche des gens qui lisent, essayer de comprendre quel est le niveau de culture des Italiens. Il commence en Sicile et il remonte jusqu'à Quarto dei Mille, à côté de Gênes. Donc il fait le voyage de Garibaldi à rebours. Il part de Marsala et il longe la côte et il remonte jusqu'à Gênes. Et là, il rencontre des écrivains. Il va sur des lieux d'écriture, il va par exemple là où vivait Benedetto Croce, il s'intéresse à la culture napolitaine,
il va à l'île d'Elbe pour regarder la bibliothèque de Napoléon quand Napoléon vit à l'île d'Elbe en 1815. Enfin, c'est sidérant, et en étant toujours en commentant lui-même et en commentant dans l'image. Hein. Ce n'est pas un commentaire offshore, c'est un commentaire à l'image. Hein. Parfois même, il se met devant une carte de géographie. Quand il décrit la vallée du Pô, il se met devant une carte de géographie, il a à la main non pas une baguette, mais une plume, une grande plume d'oie, et il montre les lieux avec un humour, c'est étonnant, quoi. Donc, et d'ailleurs, quand on regarde des histoires de la télévision italienne, on trouve toujours un chapitre où l'apport de Soldati au reportage télévisé est considéré comme primordial, quoi. Donc, il y a cet éclectisme, cette intelligence à s'adapter à toutes les situations, et finalement à prendre ce qu'on lui propose. C'est la télévision qui est venue lui proposer de faire ça. Le voyage sur la lecture est coécrit avec Zavattini. Donc il travaille avec Zavattini à l'écriture de ce projet de découverte de ce que font les Italiens en matière d'écriture. Et il termine par un épisode dans lequel il fait intervenir un certain nombre d'éditeurs, Garzanti, Feltrinelli, et on y voit Feltrinelli qui répond aux questions de Soldati, Feltrinelli qui, quelques années plus tard, va mourir en posant une bombe sur un pylône au pied d'un pylône électrique. Bon. Et même il interviewe, d'où cette curiosité absolument incroyable. Voilà. Ça, je crois que c'est une chose fondamentale. C'était un homme qui était rempli de curiosité. Et donc, il interviewe, dans ce dernier chapitre où il fait intervenir un certain nombre de personnalités, il interviewe Livio Beruti, qui venait de remporter le 200 mètres des Jeux Olympiques de Rome. Ah oui. Livio Beruti. Donc il a l'idée d'interviewer Livio Beruti et il l'interviewe sur ses lectures. Et on découvre un Livio Beruti qui parle fort intelligemment de littérature, et il lui demande comment il élève son fils, et il lui demande même si vous aviez à choisir que votre fils devienne un écrivain ou devienne un grand sportif comme vous, qu'est-ce que vous choisiriez ? Et Beyrouth, il lui répond, j'aimerais qu'il devienne un grand écrivain. Parce que, voilà. Tout ça est avec un naturel. Moi, je reste, et j'espère que ce livre permettra de parcourir un peu cette carrière très singulière qui est la sienne, 90 ans d'activité. Je l'ai invité au Festival d'Annecy que je dirigeais à l'époque, à la fin en 91 ou 92. On avait tenu une rencontre avec le public qui avait été très suivie. C'était un homme d'une amabilité extrême, d'une disponibilité, vous l'avez connu, donc vous savez comment était Mario Soldati. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut simplement dire à quel moment s'arrête sa carrière cinématographique ? Ah ben, sa carrière cinématographique, c'est très précis, 59. Et c'est très précis parce qu'en 59, donc, il tourne un film, Polycarpe, maître calligraphe. Polycarpe, Ufficiale di Scrittura. Ufficiale di Scrittura, qui par ailleurs est présenté au Festival de Cannes en 59, qui obtient le prix de la meilleure comédie. C'était d'ailleurs la troisième fois qu'il venait à Cannes. Il y était venu avec La Provinciale et il y était venu avec Les Misères del Signor Travette en 1946, c'est-à-dire lors de la tenue du premier Festival de Cannes en 1946, où il était présent pour représenter l'Italie avec Rome ville ouverte de Rossellini. Quand même. Bon, on voit que le choix s'était porté sur des œuvres importantes. Donc il vient là et il est donc célébré, il est un peu au sommet il a des collaborateurs merveilleux, le film est un film en couleur, avec des costumes de Piero Tosi qui sont sublimes, avec des clins d'œil, on y voit passer Sordi, Gassman, De Sica, des petits clins d'œil amicaux qui viennent saluer le vieux maître. Bon. Et puis on lui propose de s'occuper des célébrations du centenaire de la naissance du royaume d'Italie, c'est-à-dire en 1861. On est en 1959, en vue des célébrations qui auront lieu en 1961, on lui offre un contrat, et alors c'est là on retrouve ce que je disais tout à l'heure, on lui offre un contrat juteux pour s'occuper de la préparation de ce centenaire. Alors, il hésite un peu, et puis il pense que ça va être quelque chose qui va l'occuper 2 ans, jusqu'en 61, on est en 59, il est bien payé,
On lui offre une maison, enfin on lui offre un appartement, on le loge à Milan, hein, et donc il retourne dans le nord, il fait un premier passage à Turin, puis finalement il se fixe à Milan. Et puis c'est dans cette période qu'il découvre Tellaro, où il ira s'installer un peu plus tard, et finalement ce que lui pense être une parenthèse, et qu'en 1961 il retournera faire des films, entre-temps la Titane pour laquelle il travaillait fait faillite, donc il n'a pas immédiatement de proposition, et finalement, il ne retournera jamais derrière une caméra. Voilà. Donc la carrière dure exactement 20 ans. Dora Nelson, 39. Le Policarpo Uccello di Scritture, 59. Ça lui permet quand même de faire plus de 20 films. Hein. Ce sont 20 ans bien remplis, quoi, hein. Et ce qui en fait d'ailleurs sans doute l'image de l'écrivain cinéaste n'est pas unique, il n'est pas le seul à avoir été écrivain et cinéaste, mais c'est l'écrivain qui a tourné le plus de films et qui a fait tout en maintenant une très grosse production littéraire. La bibliographie de Soldati est considérable. Oui, absolument. On se demande même d'ailleurs comment dans une vie d'homme on peut arriver à faire autant de choses. Probablement qu'il avait une énergie assez exceptionnelle. Voilà, en tout cas, merci de nous avoir parlé de ce personnage fascinant. Qui vous fascine. Ah oui, moi, m'a fasciné, oui, ça. Et donc, votre livre, je vous souhaite que le livre ait tout le succès qu'il mérite. Je pense qu'il l'aura parce que c'est un personnage tellement fascinant et attachant que finalement, il va séduire des lecteurs. J'aurais voulu, on n'en a pas parlé, mais j'aurais voulu ajouter à propos de Malombra que ce film avait fasciné les surréalistes français. André Breton en avait parlé dans des termes enthousiastes. Tout à fait, c'est-à-dire le fait que le film traite de manière aussi délicate et frontale, à la fois délicate et frontale, le thème de la folie amoureuse, de la passion. Et c'est un film onirique en même temps. Alors il y a une dimension onirique, enfin il y a beaucoup d'ingrédients susceptibles de retenir l'attention des surréalistes. Il y a un texte très brillant des surréalistes roumains parlant de Malombre, mal d'âme, qui a beaucoup marqué l'époque. C'est publié d'ailleurs dans une revue française, ce qui a permis de le rendre célèbre. Donc, Malombre, moi je dirais que les deux sommets de la carrière de Soldati, c'est Malombre et la Provinciale. C'est vraiment Malombre dans la première partie de sa carrière, la Provinciale est en 1953 dans la seconde partie de sa carrière, mais ce sont vraiment les deux films. Et puis là, au milieu, les films populaires que j'évoquais tout à l'heure. Bon, merci. Je pense qu'on aura certainement l'occasion de reparler de Soldati et de votre livre. Je l'espère. En tout cas, oui. Merci beaucoup. Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie.